Bonjour à tous et à toutes. Donc là, on va vous présenter, Philippe et moi, en fait, les futures missions spatiales et leurs applications potentielles pour l'irrigation et la gestion de l'eau. Donc il y aura un premier volet qui va être présenté par Philippe, présentant notamment au moins la partie programmatique et puis la partie science Trishna. Et puis je parlerai plus précisément des aspects qui concernent la gestion de l'eau et l'irrigation ensuite. Ce qui est important, c'est que sur ces nouvelles missions spatiales, puisqu'elles sont nouvelles, les produits ne sont pas encore finalisés. Et donc c'est très important cette session aujourd'hui parce qu'il y a tout un tas de constructions de produits qui dépendront aussi des utilisations aval qui en seront faites. Et notamment, si on peut interagir sur le produit rapide dont je parlerai, ça sera intéressant. Philippe, je te laisse là. C'est bon, t'as fait les heures. Merci beaucoup Gilles. Bonjour ou rebonjour à tous. Donc je n'ai pas besoin de développer plus l'objectif de la présentation. Elle est structurée en deux parties, Gilles vient de le dire. On a un premier aspect programmatique sur lequel je vais m'exprimer avant de passer le relais à Gilles, qui vous parlera un petit peu plus de la stratégie de modélisation et des algorithmes tels qu'ils sont envisagés dans le cadre de la mission Trishna. Alors, sans plus attendre, cette diapo que je vous montre quasi systématiquement parce qu'elle est tout à fait pertinente ici, à savoir qu'on parle de la thématique eau ici d'un point de vue bilan, c'est bien le cas aussi avec l'irrigation, on parle d'un stock, on parle d'un bilan d'eau. Donc là, une équation de bilan sur laquelle on a réparti la majeure partie des missions spatiales qui vont renseigner chacun des compartiments de l'équation bilan. Aujourd'hui, bien entendu, on s'intéresse à la boîte E pour évapotranspiration, avec des missions qui sont présentées ici. Ce n'est pas exhaustif d'ailleurs, il manque Sentinelle-1, Sentinelle-2, comme vous le voyez. Quoi qu'il en soit, on est plutôt dans le comptage de photons, quand même il y a du Sentinelle-1, et bien sûr en adjoignant du thermique. D'autres missions sur le débit, la mission SWOT qui va être lancée d'ici novembre prochain. Trishna, on va le voir, on va le revoir, enfin on va le répéter souvent, c'est 2025. Voilà. Et toutes ces missions et d'autres missions comme SMOS qui bien entendu renseignent à une résolution insuffisante, mais renseignent quand même l'humidité des surfaces. Toutes ces missions, elles résultent d'exercices périodiques. Tous les 5 ans, le CNES organise des séminaires de prospective scientifique dans lesquels on discute de la pertinence des missions actuelles, de la façon dont on peut les améliorer et des missions qui manquent et qu'on essaye de promouvoir pour qu'un jour elles soient réalisées, qu'elles existent et qu'elles nous apportent des données. Voilà. Donc là, je vais faire maintenant une focale donc, sur l'évapotranspiration et en particulier... je vais d'abord développer un peu plus le cadre programmatique. Les missions que vous avez vues, elles sont distribuées sur une équation de bilan. Il faut voir que tout ça, ça résulte de différents exercices programmatiques parallèles. Je fais quoi? Voilà. C'est bien parce que ça maintient l'attention. À 14 h, c'était voulu. Donc, premier exercice, premier type. Alors, il y a deux grands types d'exercices programmatiques. Les deux colonnes de gauche sont pour les missions de type première, exploration, recherche. Et dans la colonne de droite, les cadres programmatiques sont pour les aspects opérationnels, la continuité et la récurrence. Trishna, très clairement, ça vient d'un des programmes multilatéraux du CNES. C'est une mission, on va le voir, franco-indienne entre l'Agence spatiale ISRO et le CNES. Vous voyez, elle est actuellement en phase B, sera lancée en 2025. On a comme ça toute une palanquée de missions. Pour l'humidité des sols, la mission SMOS que j'évoquais précédemment, actuellement, est à 40 km de résolution et on vise une résolution au moins 2 fois améliorée avec une résolution donc en dessous de 20 km. D'autres missions comme SWOT, j'en ai déjà parlé. Vénus, c'est de l'optique à 5 mètres et à je ne sais plus, 2 ou 3 jours de revisite. Et aujourd'hui, on est dans une mission de deuxième phase avec une résolution à 4 mètres et une répétitivité journalière. Les programmes exploratoires de l'ESA, c'est pareil. Là, vous allez retrouver des noms connus. SMOS, Biomasse, qui sera lancé en 2023. Flex, dont on parlait ce matin à propos quand on a abordé la question de l'hyperspectral. Donc Flex, c'est une mission européenne exploratoire qui sera lancée en 2023. Bon, l'aspect ESA fait référence à Copernicus qui est traité du côté des missions récurrentes. Voilà. Tous ces cadres programmatiques, bien entendu, c'est des ressources financières qui sont arbitrées dans le cadre de réunions interministérielles. La prochaine aura lieu en novembre 2022.
Sur l'aspect récurrent, vous avez toutes les missions dont on parle, hein, tous les sentinelles, S1, S2, S3, les futurs sentinelles, nouvelle génération, qui eux vont améliorer la revisite et la résolution spatiale quand c'est possible et quand il y a de bonnes raisons de le faire, et les fameux sentinelles expansion dans lesquelles on va retrouver Shime, encore une fois, là, pour la question relative à l'hyperspectral tout à l'heure. Donc Shime, mission hyperspectrale qui sera lancée théoriquement en 2028, de même que la mission LSTM, dont le satellite Trishna est un précurseur. Donc là, voilà donc un échéancier un peu plus précis, spécifique au thermique. Et là, vous voyez, c'est un état des lieux. Aujourd'hui, dans le thermique, vous avez les missions américaines Landsat 8, 9, 8, 9, etc., ainsi qu'Aster, qui sont positionnés sur une résolution spatiale, on va dire, aux alentours de l'hectomètre, mais avec une revisite de l'ordre de 16 jours. On s'intéresse à des phénomènes extrêmement dynamiques. Avec le thermique, il est clair que, vu ce qu'on voit depuis ce matin, et vu ce que vous connaissez des processus de sécheresse et d'évapotranspiration, cette revisite n'est pas suffisante pour renseigner correctement la modélisation et avoir des usages appliqués correctement drivés. Donc, besoin d'améliorer cette revisite, et c'est précisément le propos de ce triptyque de missions que sont Trishna pour la mission franco-indienne, SBG, c'est une mission américaine du JPL qui va allier à la fois de l'optique et de hyperspectral, entre parenthèses, et du thermique comme Trishna, et LSTM, le fameux LSTM dont je parlais dans la diapo précédente. Donc les trois ayant des complémentarités, ils ont à peu près les mêmes résolutions, à peu près les mêmes revisites. On va essayer de se débrouiller pour qu'ils aient une complémentarité, qu'ils aient des définitions de produits équivalentes, des formats les plus compatibles possibles. Et donc entre SBG par exemple pourra apporter une information spectrale que n'ont pas les deux autres missions. Voilà. Le dilemme revisite-répétitivité, vous l'avez ici illustré de façon différente, hein. Vous avez les Landsat ici qui ont une revisite pas très bonne, mais qui bénéficient d'une bonne résolution. Inversement, vous avez les MODIS et Sentinel-3 qui ont des capteurs thermiques, mais à des résolutions de l'ordre du kilomètre. Donc là, nous, Trishna et LSTM, ainsi qu'SBG, qui manque sur ce diagramme-là, on est positionné au bon endroit pour satisfaire les besoins des utilisateurs scientifiques et appliqués. Donc la mission Trishna, la focale, là, voilà, donc Trishna, ça veut dire Thermal Infrared Imaging Satellite pour la haute résolution. Pour la haute résolution de la gestion des ressources naturelles. Je l'ai déjà dit, c'est une mission franco-indienne. Je l'ai déjà dit aussi, mais je le répète, c'est à la fois pour la recherche et pour les applications. Les mission drivers, c'est-à-dire les thèmes dont on se sert spécifiquement pour les specs, pour les spécifications, c'est le cas de le dire, de la mission, à savoir les rapports signaux-bruit, la façon dont l'instrument est dimensionné, sont le stress des écosystèmes et l'hydrologie des systèmes, des hydrosystèmes continentaux et côtiers. Là, on parle de skin température des surfaces en eau. Okay. Voilà quelques caractéristiques. Alors, en complément de ces deux thèmes, vous en avez d'autres. Hein. Vous avez le thème urbain, qui n'est pas Mission Driver, mais qui est très important aussi. Tout ce qui va relever de la cryosphère. Le thème terre solide, alors pour l'étude des volcans notamment, bon, ça reste à voir. Et le thème atmosphère, par exemple, pour l'étude des nuages. Sur les caractéristiques, 60 mètres de résolution, grâce à un champ qui fait à peu près 34, enfin qui fait exactement même 34 degrés de part et d'autre du nadir. Une heure locale une revisite meilleure que 3 jours. En fait, c'est une orbite à 8 jours qui garantit tous les 8 jours les mêmes configurations d'observation, mais avec une visite 3 jours, voire moins. Vous avez ici une représentation sur cette vignette de l'évolution en fonction de la latitude du temps entre deux acquisitions. Vous voyez, plus vous allez au nord, plus vous êtes proche du jour, et plus vous êtes vers l'équateur, plus vous êtes proche du chiffre 3, là, qui est évoqué quand on parle de la revisite, ici dans la troisième ligne. Heure locale de passage, 13 heures, pour avoir un rapport signal-bruit optimisé. Je crois qu'on l'a dit ce matin, on a expliqué pourquoi. Dans l'infrarouge thermique, 4 bandes, 2 en dessous de 10 microns et 2 au-dessus, pour pouvoir faire la distinction entre température et émissivité, utiliser des algorithmes de discrimination entre ces deux variables, sachant que ce qu'on mesure, c'est le produit des deux à la base. Ça, c'est pour l'infrarouge thermique, adjoint à de l'optique, toujours à 60 mètres de résolution et bien entendu avec la même capacité de revisite. Donc 7 bandes, dont 2 dans le proche infrarouge, ce qui est important pour le stress hydrique aussi.
Une précision avec un rapport, un NEDT de 0,2, mais une précision de l'ordre de 1 degré Kelvin quand on intègre tous les aspects perfo au niveau de l'instrument. Inconvénient, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous les 8 jours qu'on a les mêmes configurations angulaires, c'est-à-dire que si on augmente cette capacité de revisite, ça sera au détriment de la standardisation de la conf d'observation, donc on a des effets directionnels. On n'observe pas un même point. Si c'est tous les 3 jours, voire moins, ça va être avec des angles d'observation différents. Donc là, il va falloir qu'on comprenne ou qu'on sache utiliser ce qui peut être considéré comme un artefact, à savoir la dépendance angulaire de la température de surface telle que le senseur va la mesurer, tel que le satellite va la mesurer. Donc un sujet sur la métrologie des effets directionnels dans le thermique, de même que vous les connaissez tous dans l'optique. Voilà, des angles de prise de vue donc, qui sont variables. Et en ce qui concerne la politique de données, on vise des données libres et gratuites pour la communauté scientifique au moins, en sachant que les data policy, bien entendu, doivent être, je l'ai dit ce matin, je crois, co-convenus entre la France et l'Inde. Voilà. Lancement prévu pour 2025 et durée de vie 5 ans. Donc on en a pour jusqu'à 2030, et en sachant que d'ici 2030, il y a au moins l'STM qui prendra le relais avec Copernicus. Voilà. Au niveau des produits, alors là vous avez une représentation. Les produits niveau 2A, ça représente les réflectances de surface. Donc filtrer des nuages, corriger des effets d'absorption par les molécules, aérosols, vapeur d'eau, les diffusions, demi-diffusions relais par les aérosols de différentes tailles. Donc réflectance de surface, réflectance normalisée, je l'ai dit, il y a des effets directionnels. Normaliser des effets directionnels. Un albédo de surface, pour le bilan d'énergie, ça peut servir. Et ça, c'est pour la partie optique. Et pour la partie thermique, température de surface, émissivité de surface, pour bien connaître, pour pouvoir faire la part des choses. Et donc avec aussi cette notion de normalisation de la température et de l'émissivité. Normalisation directionnelle de la température et de l'émissivité. Plus les paramètres auxquels vous êtes habitués, l'indice de végétation, le F à part. Et ensuite, on passe sur des produits qui, eux, à mon avis, on en parlait ce matin avec Gilles, bon, c'est du 2B là cette fois-ci, mais c'est quasiment plus du produit niveau 2. On passe sur des produits où on modélise le processus, on tient compte du processus de l'observer. Et donc là, on bascule du côté de l'évapotranspiration, du stress hydrique et des choses comme ça. Voilà. Et enfin, on peut adjoindre d'autres variables qui, elles aussi, impliquent la modélisation, hein, la GPP, la Gross Primary Productivity, qui permettra, si en étant normalisé par la quantité d'eau, alors ce serait plutôt la NPP, là, mais de calculer la Water Usage Efficiency, des produits relatifs au feu, des produits relatifs à la couleur de l'eau, il ne faut pas oublier que c'est le deuxième mission driver, hein, l'hydrologie. Et des produits pour l'urbain, on peut imaginer toutes sortes de produits. Chacun des systèmes que j'évoquais tout à l'heure sont susceptibles de bénéficier de produits. Voilà. Je finis avant de passer la parole à Gilles avec une annonce. C'est que Trishna, je le disais sur la diapo qui présentait la mission, c'est une mission qui a le souci de la recherche et du transfert vers l'aval, vers l'usage. Donc à cette mission est assortie une RFI, Request for Interest. J'ai révisé ça dans le train hier avec Frédéric Bretard. Je ne me souvenais plus de ce que ça voulait dire. Donc bref, un appel à idées. Donc le programme aval, lui, il a trois axes, hein, accès à la donnée, socle technique. Et là, on est plutôt dans le troisième axe qui est projet de cas d'usage. Donc si vous avez des idées de cas d'usage pour Trishna, il faut former un consortium dans lequel il y a 3 dimensions que sont un utilisateur final, une entreprise privée capable d'implémenter les algorithmes dont l'utilisateur final a besoin, et des éléments des chercheurs pour avoir une composante méthodologique qui tienne la route et qui garantissent des résultats fiables et acceptables. Voilà, je passe la parole. Donc là, vous avez les dates, hein. Le call est sorti au mois d'avril. Je crois que la deadline est prévue pour le 1er juin. Voilà. Donc à Trishna aussi, sur le même call, ça couvre à la fois Trishna et le satellite CO3D qui fait du MNT, qui fait du 3D. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Gilles, donc il va vous parler plus spécifiquement du stress hydrique. Merci Philippe. Donc
Le stress hydrique des écosystèmes, donc c'est un des mission drivers donc de Trishna. Et moi, je m'occupe justement de l'animation de ce groupe, avec des applications sur les 3 grands types agro-agrosystèmes, l'agriculture irriguée, l'agriculture pluviale, les écosystèmes en règle générale, avec des applications et des besoins sur l'irrigation, la consommation, les restrictions, la sécheresse, les feux, on a dit, enfin tout ce qui est vulnérabilité en règle générale. Donc là, je vais vous donner quelques informations sur à la fois la science qui est prévue et organisée dans Trishna, mais aussi sur les produits qui vont être livrés et leur construction, sachant que justement votre point de vue est assez important sur la construction de ces produits. Alors avant ça, justement, j'ai essayé de lister un peu, c'est un peu ma vision, lié aux 2 éditions précédentes de cette journée, sur les enjeux pour l'irrigation et l'apport des nouvelles missions spatiales. J'avais listé plus ou moins 3 grands types d'applications, le besoin en cartographie des surfaces irriguées, le besoin sur la quantification des volumes d'irrigation et les processus de décision, on va dire. Alors, c'est pas du tout les mêmes échelles, évidemment, ni forcément les mêmes acteurs. Ça, c'est plutôt, on va plutôt vers l'agriculteur ici et plutôt vers les agences de l'eau ou les associations d'irrigants ici, mais bon. Et puis j'ai mis, disons, ce qui était déjà pas forcément maîtrisé, mais disons ce qu'on pouvait au moins faire avec les missions existantes. Et puis ce qu'on aimerait pouvoir faire, mais c'est encore plutôt de la recherche. Donc là, c'est donc des cartes de surface irriguée en fin de cycle saison, ou des cumuls d'irrigation en fin de cycle saison, ou éventuellement des décisions d'alerte, est-ce qu'il faut irriguer? Et puis, si on voulait, on pouvait affiner un petit peu et faire carrément des cartes dynamiques d'irrigation, des cartes en cours de saison, donner des dates et des volumes journaliers, et puis carrément même peut-être faire de l'aide au pilotage, dire non seulement qu'il faut irriguer, mais quel volume il faut aborder. Donc la télédétection, on l'a vu ce matin, c'est un bon outil à la fois diagnostique et pronostic. Alors ça c'est un peu ma lecture, mais je pense que ça a été un petit peu confirmé ce matin quand même, c'est que les usages les plus maîtrisés de la télédétection à l'heure actuelle, c'est quand même pour de l'irrigation gravitaire ou par aspersion, on voit l'eau, et puis pour des couverts herbacés, assez bien homogènes. Par contre, dès qu'on s'intéresse à l'irrigation goutte à goutte et puis les couverts ligneux, bon, c'est quand même un petit peu plus compliqué, et là, c'est souvent un petit peu plus indirect, on va dire. Dans tous les cas, quand même, on a une méthode générique qui consiste à estimer l'irrigation à l'aide de l'ensemble des composantes du bilan hydrique des surfaces. Ça, on peut le faire à peu près à toutes les échelles et à tous les endroits, et qui consiste donc à estimer l'irrigation comme un résidu d'un bilan hydrique. Donc, on peut estimer aussi qu'on peut simplifier à certains endroits et à certaines échelles de temps la différence entre l'évapotranspiration et la précipitation. Donc on voit bien ici que l'évapotranspiration, et c'est le cœur de Trishna, le lien avec Trishna, est vraiment le terme clé de cette estimation, avec justement l'évapotranspiration et puis le stress hydrique, parce qu'il y a aussi le stress hydrique dans Trishna, à quelle échelle de temps on doit les délivrer et à quelle échelle de temps elle doit être représentative. Donc là, il y a un peu une discussion avec vous à avoir sur quelle variable temps réel serait potentiellement utilisable pour un processus de décision ou de pilotage. Alors grosso modo, pour simplifier, quand on veut calculer l'évapotranspiration par télédétection, il y a grosso modo 2 grandes familles de méthodes. Il y a les méthodes qui sont basées uniquement sur l'optique visible proche infrarouge, qui grosso modo disent voilà, on a un développement de la végétation avec des indices de végétation, et puis on peut facilement à partir de ça calculer une évapotranspiration au pixel, qui est une évapotranspiration maximum s'il n'y a pas de restriction d'eau. Et puis si on veut aller vers l'évapotranspiration réelle, évidemment il faut connaître l'état hydrique du sol, donc faire un bilan d'eau, et évidemment il faut qu'on ait une information sur l'irrigation, soit qu'on connaisse, soit qu'on inverse. Et puis de l'autre côté, il y a les méthodes basées sur l'infrarouge thermique. Grosso modo, la variable de télédétection de base, comme l'a dit Philippe, c'est une température de surface. Et là, on fait un bilan d'énergie. Et l'avantage, c'est que là, directement, entre cette température de surface et le bilan d'énergie, on a une évapotranspiration actuelle, réelle, ce que j'appelle ET dans la suite de mon travail. Donc, dans le cadre de Trishna, on a à notre disposition donc toute une panoplie de méthodes pour calculer l'évapotranspiration au pixel. Donc Trishna, pour mémoire, ça sera un pixel
moins de 100 mètres avec une révisite de 2-3 jours. Et on a deux familles de modèles. On a une famille de modèles, on va dire, un petit peu compliquée, un petit peu physique, qui nécessite pas mal de données d'entrée, et notamment un forçage météorologique connu au pixel assez fort. Alors comme c'est un pixel de 100 mètres, c'est pas forcément facile à avoir. Par contre, si vous vous intéressez à un périmètre d'irrigation et que vous avez une station météo, ce genre de méthode peut très facilement être envisagé, puisque là vous avez une information tout à fait précise et vous pouvez utiliser la température de surface issue de Trishna, implémenter ces méthodes-là et calculer une évapotranspiration ou même carrément, il y a des méthodes qui permettent de commencer à séparer entre l'évaporation du sol nu et la transpiration des plantes. En revanche, quand on n'a pas une information météorologique fiable à l'échelle du pixel, ce qui est quand même le cas général et donc ce qui va évidemment être le cas pour les produits qu'on va délivrer, on va s'intéresser plutôt à cette famille de méthodes-là, qui sont ce qu'on appelle les méthodes contextuelles, qui disent simplement on va regarder des images et grosso modo, pour schématiser, les pixels avec les températures les plus chaudes par gamme de type de développement de végétation, on va dire que c'est des pixels d'endroits stressés, avec peu d'évapotranspiration, et au contraire, les pixels les plus froids seront liés aux pixels bien alimentés en eau, donc qui sont grosso modo à une évapotranspiration potentielle ou maximale. Et donc on fait des règles de 3, alors soit c'est dans un espace avec le fraction cover, le NDVI, soit c'est un espace avec l'albédo, mais grosso modo ça fonctionne pareil. Donc évidemment ça suppose, grosse hypothèse de base derrière, c'est qu'on ait suffisamment de contraste de conditions de végétation et de conditions hydriques dans l'image pour pouvoir appliquer ces méthodes-là. Du coup, les produits de niveau 2 qui vont être délivrés dans le cadre de Trishna, c'est essentiellement donc, de l'évapotranspiration et du stress hydrique le jour d'acquisition de Trishna en conditions de ciel clair, évidemment, quand il n'y a pas de nuages. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter justement ces algorithmes contextuels. Donc là, on a une méthode ensembliste qui s'appelle EVASPA, qui va calculer différents types de caractérisation des bords humides et des bords humides et des bords secs de l'image, et qui va calculer l'évapotranspiration journalière. L'avantage, c'est qu'on a besoin que de rayonnement en entrée. Et puis, quand on n'a pas quand on a du mal à identifier ces bords pour tout un tas de raisons, parce que il y a eu une grosse dépression et qu'on a de l'humidité, on a des conditions d'humidité très fortes sur l'ensemble de l'image, ou alors on est dans des conditions très sèches sur l'ensemble de l'image. Bon voilà, on commence à avoir des problèmes, et donc là, dans le niveau 2, on mettra un flag et on utilisera des modèles alternatifs qui sont bien sûr plutôt des modèles single pixel, donc de la colonne de gauche de ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et puis on va calculer aussi un stress hydrique, donc pour ça on a besoin d'avoir un rapport entre l'évapotranspiration et une évapotranspiration maximum. Et là, pour l'instant, on s'intéresse à des méthodes assez simples de caractérisation de l'évapotranspiration maximum, basées sur l'évapotranspiration de référence et puis une relation entre des coefficients culturaux et du NDVI, donc quelque chose d'assez classique. Alors c'est là où votre input est un peu intéressant, c'est qu'on essaye de réfléchir à un produit rapide, c'est-à-dire un produit qui va être délivré, par exemple, on pense à dans les 12 heures suivant le passage du satellite. Alors là, il y a pas mal de contraintes technologiques parce que on a des choses qui sont disponibles facilement, notamment l'évaporative fraction, c'est-à-dire le rapport entre l'évapotranspiration et l'énergie disponible. Ça, c'est disponible au passage du satellite parce que c'est complètement calculable à partir des données Trishna. Et ça peut être utilisé comme proxy du stress hydrique. C'est-à-dire un truc relatif qui varie à peu près dans le même sens. Mais sa valeur elle est sans doute moins parlante pour vous et pour l'utilisateur qu'un stress hydrique entre 0 et 1. 0, pas de stress, et 1, totalement stressé, plus d'évapotranspiration. Et par contre, celui-là, il nécessite quand même des données auxiliaires météo. Donc on revient sur le problème initial. Quelles sont les données auxiliaires météo qu'on peut disposer en temps réel? C'est pas forcément facile. Est-ce qu'elles seront suffisamment précises à l'échelle du pixel? Autre chose, c'est que, alors ça c'est pas lié uniquement aux produits rapides, mais pour l'instant on n'a pas de produit évaporation ou transpiration. Or pour l'irrigation, pouvoir séparer les deux, ça peut aussi être intéressant. C'est quand même l'intérêt, c'est quand même de maximiser l'apport d'eau à la plante, notamment pour le goutte à goutte. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne sera pas dans les produits, mais dans les méthodes qui peuvent utiliser la température de surface, certains modèles permettent de les estimer. Et donc là, je pense que ça serait intéressant d'avoir votre avis sur ces produits rapides qui ne sont pas encore pensés, on va dire.
Après, il y aura un produit de niveau 3, donc de l'évapotranspiration et du stress hydrique, qui sera, lui, chaque jour de l'année, donc avec une procédure d'interpolation basée sur des modèles de bilan hydrique. Alors, évidemment, ça, donc, c'est des produits, c'est-à-dire que on va faire ça à l'échelle globale, avec des flags, etc. Donc, ça, forcément, ça va avoir un niveau d'incertitude qu'on va appeler une utilisation novice, on va dire. Évidemment, si les gens veulent utiliser Trishna sur leur périmètre irrigué, qu'ils ont des informations précises sur le LAI, sur la carte d'occupation du sol, sur la météo surtout, voilà, on peut envisager les modèles single pixel que j'ai montrés tout à l'heure, qui sont beaucoup plus complexes, et puis aussi des modèles agrohydrologiques distribués. Et là, je vous présente justement le volet un peu recherche de ce qu'on fait dans Trishna. C'est l'utilisation de toute cette panoplie de produits, de la température de surface jusqu'au stress hydrique, dans un processus d'assimilation dans les modèles agrohydrologiques. Alors, je pense que Valérie en reparlera tout à l'heure. On a au CESBio la plateforme ModSpa, avec notamment dans cette plateforme le modèle d'irrigation Samir, qui à partir de cartes de NDVI, de cartes d'occupation du sol et de cartes de sol, permet, basé sur la méthode FAO 56, donc quelque chose de très très classique, mais avec quand même une librairie de plantes, de paramètres de plantes et de relations entre le coefficient de base et le NDVI par type de plante qui commence à être un petit peu riche avec toutes les mesures de flux qu'on a faites au fur et à mesure des années. C'est un peu ça quand même la valeur ajoutée par rapport à la FAO 56 existante. On peut calculer donc chaque jour l'évapotranspiration, mais aussi retrouver l'irrigation sur la base de règles d'irrigation qui sont spécifiées dans le modèle. Donc ça, Valérie en parlera plus, donc je ne vais peut-être pas marcher sur sa plate-bande. Ce qu'on fait là à l'heure actuelle, par exemple, donc ça c'est dans le cadre d'un postdoc d'un projet européen, c'est d'assimiler l'évapotranspiration issue de l'information infrarouge thermique, donc basée sur le bilan d'énergie, dans ce modèle de bilan hydrique. Donc là, on a tout un panoplie de bilans d'énergie, pas seulement celui qui est pour le produit, mais d'autres. Et puis on a plusieurs modèles de bilan hydrique. Samir est peut-être un peu plus complexe, et puis on a d'autres qui sont plus simples. Il y a SimKCET notamment qui a été développé pour le karst notamment. Et donc l'idée c'est d'assimiler avec un filtre particulier l'évapotranspiration dans le modèle Samir. Donc là ici on a ça c'est une étude synthétique avec des revisites entre 1 jour, 2 jours pour Trishna et 16 jours pour Landsat sur l'impact que ça peut avoir sur la reconstitution de l'évapotranspiration, notamment en fin de saison quand on commence à avoir du stress hydrique, puisque c'est là où on a le levier de correction le plus important sur ce genre de méthode. Tout ça pour dire qu'avec ces méthodes un peu complexes, on va pouvoir estimer l'ensemble des composantes du bilan hydrique, donc pas seulement le T, mais aussi la partition entre évaporation et transpiration, fournir aussi des variables d'état qui sont la teneur en eau de surface ou de la zone racinaire, enfin tout un tas d'éléments du système qui peuvent être potentiellement utilisables et utiles pour les décideurs, si tant est que justement l'application soit en mode expert, c'est-à-dire que la personne ait pu appliquer ça à l'échelle de son périmètre avec les bonnes hypothèses. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est à peu près voilà, ce qu'on fait à l'heure actuelle de plus complexe sur la future utilisation de Trishna pour la gestion de l'eau.